On se retrouve aujourd'hui chez Ricordia avec mon pote Greg. Ça me fait plaisir de te voir ici, gros. Moi aussi, c'est Vraiment. incroyable ce qui se passe là. Ouais, tu m'as parlé de quelques aventures ou mésaventures d'ailleurs qui te sont arrivées dans ta carrière de parachutiste, mais pas que. Parce Pas qu'il y a que. plusieurs Pas vies, que. plusieurs vies pour Greg. L'occasion aujourd'hui de parler des fun facts ou pas fun, on verra. Eh ben, alors justement, c'était un dilemme. Est-ce que je faisais du fun fact ou... Enfin, j'ai réfléchi aussi avec Karine. Et en fait, c'est elle qui est venue avec cette idée de dire raconte plutôt des trucs improbables. Parce que des trucs incroyables, des fois, avec le privilège d'être champion du monde, on peut vivre des trucs incroyables. C'est toujours magique de le partager. Mais du coup, les gens, ils peuvent aussi se dire bah, c'est normal. Et en même temps, il est dans un cercle qui fait que. Alors que les trucs improbables, c'est-à-dire ça te tombe dessus, tu fais waouh, ah ouais, là c'était chaud quand même. Peu importe ton statut, de Peu, toute voilà, façon, c'est des trucs humainement, tu fais waouh, je m'y attendais pas quoi. Je pensais pas vivre ça, voilà. C'est le thème de ce truc aujourd'hui, cette vidéo, c'est ça. Je pensais pas vivre ça quoi. Bah, tu m'as envoyé cette liste là ce matin, donc Voilà. je la découvre un peu en même temps que J'ai hâte de te raconter tout ça. l'évoque. Bon, on rentre y tout de va suite dans le concret. Allez, c'est Allez. parti. Du Oui. coup, la première que tu m'as envoyé, c'est un saut de nuit pour le Nouvel An. Alors déjà, Oui, on commence par du parachutisme. ouais, Ouais. direct. Ouais. On rentre dans le vif du sujet. On commence par du parachutisme, je suis obligé quand même de faire un petit peu de parachutisme. Alors, on est allé faire un entraînement en Arizona. Il se trouve que pour les parachutistes, Skydive Arizona, c'est quand même un endroit incroyable. C'est la mecque du skydive, il faut à tout prix aller là-bas au moins une fois dans sa vie. Et lors de notre premier entraînement, c'est pendant Noël Nouvel An, les mecs viennent nous voir en disant tiens, on va organiser un saut pour minuit pour le passage du Nouvel An. Est-ce que vous voulez sauter? Alors nous, on n'a jamais fait de saut de nuit. Ça serait du DC-3, c'est un avion historique, on n'a jamais fait de DC-3. Et ça serait pour un passage de Nouvel An, pour minuit quoi. Donc on trouve l'invitation complètement irréelle. Donc évidemment on dit oui, tu peux pas rater un truc comme ça. Et on s'embarque dans ce truc-là en disant ok, ben c'est parti. Donc ils viennent nous voir vers 17-18 heures, fin de séance. Le soleil il se couche assez tôt à ce moment-là de l'année. Et ils nous disent ben là on va vous parquer parce que évidemment pas d'alcool avant le saut. Donc nous on se dit à Karen, on va carrément rentrer au Airbnb, on reviendra pour 11h30 tu vois, pour pas être dans cette dynamique de gens, c'est bientôt L'excitation, quoi. bah ouais, du coup voilà, on se sépare et on reste focus. Il y a quand même une prestation physique à faire. Et en fait, on revient à 11h30, on s'accroche des LED un petit peu comme ça et on se prépare, on a une tension de fou. Franchement, on est très très excité mais très très flippé. Et en fait, il s'avère que le bout de l'irréel, il y a des gens qui sont invités à venir avec nous pour compléter juste les places avions. Donc eux, ils vont pas sauter. Mais ce qui est très bizarre, surtout pour des ricains, c'est qu'ils les invitent à venir, mais ils ont pas de parachute et ils ont leur bière à la main. Donc toi, t'es dans l'avion avec des mecs qui sont en train de picoler en disant ouais, bon saut et tout machin. C'est pas possible ce qu'on est en train de vivre. Et pour finir le truc irréel, quand ils nous ont dit ok, ça va être bientôt à vous, et on se met à la porte, on était les premiers, ils étaient sympas, ils nous faisaient partir en premier. Ils avaient toujours pas allumé au sol. Donc on voyait les petits points rouges qui laissaient deviner la piste. Mais Saut dans le noir, quoi. Ouais, saut dans le noir. Et on dit au mec, il n'y a pas les voitures, l'éclairage, machin. Il dit, ne vous inquiétez pas, ils vont le faire quand vous serez en l'air. Tu fais, ouais, mais ils peuvent pas le faire maintenant. Donc jusqu'au bout, c'était un saut vraiment incroyable. Ouais, ça c'est assez fou. Hein, Elle est costaude, non? Ouais, elle est pas mal. Tu rentres tout de suite dans le vif du sujet. Ouais, ouais. J'espère que tu vas pouvoir maintenir le level sur celle d'après. Je suis à fond, je suis à fond. Du coup, le deuxième fact, on me chuchote à l'oreille un striptease à Londres. Ouais, obligé de raconter ce truc-là. Alors, je vais vivre à Londres avec mon meilleur pote juste pour apprendre à parler super bien anglais. Dans ma tête, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller faire de l'immersion, voilà. J'avais une espèce de 12 sur 20 à l'école, donc je pensais que j'étais hyper bon en anglais. Il s'avère qu'en fait, dans le système d'éducation français, quand t'as 12 sur 20 en anglais, t'es nul. Ça, je l'ai découvert direct. T'es pas prêt pour le terrain. T'es pas prêt du tout pour le terrain. Donc, on est allé s'installer là-bas. On essayait en fait de chercher n'importe quel boulot. Au final, j'ai trouvé un travail dans un pub. Donc, au final, j'ai fini comme Parfait, ça. Mais quoi. Parce qu'en plus, c'est là où t'apprends le mieux l'anglais. c'est là où t'apprends l'anglais. L'ambiance. Non, mais pour de vrai, oui. Pour de vrai, c'était génial. Mais avant ça, dans toutes les démarches pour chercher du boulot, pour te dire qu'on a tout essayé, c'est très dur de trouver du taf là-bas en Angleterre, surtout quand t'es une bille en anglais à ce moment-là. Et ben, à un moment donné, on a eu ça. Truc de striptease machin, donc on est allé tiens, on avait dit qu'on ferait tout, on y va quoi. Donc on y est allé, c'était un français en plus, c'était à Soho, donc il y a des boîtes à striptease très très classe en plus, mais effectivement t'es dans la suggestion pendant tout le striptease, et puis à la fin t'es à poil, alors ça dure 3 secondes mais tu finis à poil et voilà. Donc le mec évidemment avant de t'apprendre à danser et puis faire quoi que ce soit, il te challenge. Donc on était tous les deux là et puis il a dit bah déjà mettez-vous à poil. Là tu fais ok.
Donc là, c'est très bizarre. T'as beau avoir fait. Moi, j'ai pas compris le début de la vidéo en fait. C'est toi qui as fait le striptease. Oui. Alors, moi, j'avais fait 11 ans de foot avec mon meilleur pote, Fred, à ce moment-là. Donc, douche commune depuis 11 ans, tu t'en fous d'être à poil. Mais là, c'est bizarre parce qu'il y a un mec qui te regarde en mode genre, voilà. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Et donc là, alors heureusement, il n'y avait pas de danse, mais juste de se mettre à poil avec son pote, l'ambiance, elle est très très chelou. Tu dis, on est vraiment des glauque. potes. Hein. C'est glauque de ouf. Oui, c'était glauque. Et en fait, le mec a dit, ouais, bah écoutez, non, mais physiquement, vous êtes bien et tout. Bah revenez demain et c'est Bah, parti. 8 sur 10, mais bon, ça suffira quoi. Non, mais le truc, c'est qu'on n'a pas osé revenir le lendemain. On en a parlé le soir, on était en mode genre, waouh, c'est peut-être too much et tout, et on n'a pas osé. Donc, je sais pas, peut-être un acte manqué un jour, faut peut-être qu'on Dommage. retourne finir Ouais, cette carrière. ouais, il faut fermer cette porte là, clairement. Ouais, il faudra filmer ça aussi. Ok. Caméra embarquée, face caméra. Non, face miroir avec la caméra Bah, viens, embarquée. si tu viens, on y va. Pas mal. Non mais bon, là t'as monté d'un cran quand même. Bah, je vais J'espère que essayer. tu vas Je les ai mis, continuer il n'y a pas d'ordre, hein, j'ai mis, Ok, j'ai ok. mis au pif. Hein. Tu t'es retrouvé tout seul dans une montgolfière à 17 ans, à 1200 mètres d'altitude. Ouais. Mais Ouais, comment t'en arrives là quoi Comment on en arrive là? Voilà, c'est improbable. Alors, celle-ci, pas tant que ça au final. Mon père était pilote de montgolfière et grâce à lui, j'ai eu l'opportunité de passer le brevet. Et pour l'obtention du brevet, à un moment donné, il faut faire le solo. Il faut faire un vol tout seul, évidemment. Et c'est le seul que j'ai fait tout seul au final parce que ça sert pas à grand chose de faire toute une préparation et de vol en montgolfière pour être tout seul. Ouais, c'est Donc, dans le partage. effectivement, voilà, c'est dans le partage. Mais n'empêche que le jour où il a fallu faire ça, bah voilà, moi j'avais 17 ans, tout mouillé de chaud. D'ailleurs à ce moment-là, je suis devenu le plus jeune pilote de France. Je pense que depuis j'ai été battu, j'ai même pas regardé, mais à ce moment-là, je pars pour un vol. Mon père aimait pas monter trop, et donc là je dis bon, je suis tout seul. Donc en plus comme t'es tout seul, ça monte très facilement. Et donc en fait, je fais ah ouais là c'est et ce moment-là où je fais ma espèce de chandelle, je me dis ouais, ce moment-là est dingue parce que t'as confiance au matériel. T'as confiance en tout, t'as la radio, t'as ton père qui est en bas qui monitorise, enfin qui te gueule dessus aussi parce que t'es en train de monter très très haut. Arrête. Mais ce moment-là, il est dingue parce que tu dis, ouais, je fais un truc en fait, tout est normal, tout va bien, et en même temps, c'est irréel ce que je suis en train de faire. Donc c'est dans les trucs improbables que je voulais partager. Peu de gens connaissent que j'ai aussi ce petit passage-là dans ma vie de vol en montgolfière. C'était le début de l'aérien dans ta vie. Et ce solo, ouais, on était dans les débuts. Alors mon père m'a emmené faire des tours d'avion quand j'étais gamin, mais ça, c'était dans les trucs à fort impact émotionnel. Ouais, ça, clairement. Ok, bon, on se charge d'émotions du coup sur cette troisième fun fact. La quatrième, tu t'es battu contre le champion du Liban. Oui. Pour passer ta ceinture noire. Waouh, putain, alors déjà, passer sa ceinture noire, c'est costaud, mais... Ouais, celle-ci, je suis obligé de la mettre. Alors, j'ai travaillé dur, effectivement, pour passer mon premier dan de karaté. Et en fait, à la fin de la journée, normalement à ce niveau-là, si t'es arrivé là, tu vas plus te faire éliminer. T'as eu toutes sortes d'épreuves toute la journée, ça commence à 7h du mat, c'est vraiment un truc de fou. Donc à 16-17h, ils t'annoncent, bah voilà, maintenant c'est le moment des combats light, c'est pas pour frapper fort, il n'y a pas de KO, rien du tout, c'est plutôt de confirmer avec l'aisance, etc. Et en fait, depuis le début de la journée, j'avais capté qu'il y avait un seul mec qui était pas ceinture marron, qui était déjà ceinture noire, mais il faisait tous les trucs comme nous. Et il voyait que je le regardais, et puis je sais pas, on avait fait un petit lien visuel déjà depuis le début, un petit contact depuis le début de la journée. Et quand les juges annoncent faites des pairs parce qu'il va falloir faire ce combat-là, le mec il vient vers moi. Du coup, je dis Et en fait, il t'avait repéré, il je t'avait lui dit pose- lui, il est pour moi. C'est mort. Et en fait, mais c'était génial. Et du coup, je peux lui poser la question. Je dis, je suis désolé, mais t'es déjà ceinture noire? Et il me dit, ouais, en fait, moi, je suis déjà ceinture noire et compétiteur dans mon pays. Mais pour valider pour les compétitions européennes, il faut que je repasse une ceinture ici en France. Donc c'est un peu une formalité quand même. Il n'y a pas grand-chose à prouver pour lui, mais fallait quand même qu'il le fasse comme il faut. Donc il me dit, mais j'aimerais bien finir la journée avec toi, machin et tout. Je t'ai observé toute la journée et tout. J'ai fait, bah nickel, ok, merci. Et du coup, c'était incroyable parce que c'est comme tu vois quand on fait les premiers sauts en parachute, Karine et moi avec toi, tu vois. Tu crées un truc. C'est un peu facile parce que du coup on va compenser plein de trucs parce que c'est le but. Le but c'est d'amener beaucoup plus vite dans les rails, de vivre un truc de fou et d'être tout de suite dans le bon cadre. Et du coup faire un combat avec ce mec là, c'était du caviar, quoi. Donc moi je finis une journée quand même très stressante sur un truc où je suis acteur et spectateur en même temps. Je fais waouh putain, si je me l'étais pris dans la tête pour de vrai là, j'étais mort. Donc c'était incroyable. Ok. Waouh. C'est quoi? T'as bloqué ton encre de bateau, donc déjà t'étais capitaine du coup. Oui. Ah ouais, elle est bien celle-ci. Ouais, je savais pas comment on l'exprime exactement. Alors, ouais, je me suis pris l'encre dans une chaîne abandonnée en fait.
Je vais chercher des clients au Cap Estel. Je voulais pas sortir parce que la mer était démontée. Je partais de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je dis à l'agence, faut pas sortir aujourd'hui. Ils vont être façon malade, les mecs. On pourra pas servir ni de café, ni de champagne, ni rien. C'est pas une bonne idée. Et j'arrive à les convaincre. Ils disent ok, on laisse tomber. Parce que c'était une journée de location de bateau. Et au final, ils me rappellent vers midi. Ils disent bon, ils aimeraient quand même juste, je sais pas ce qui s'est passé vraiment entre l'agence et eux, mais juste tu les amènes du Cap Estel à Monaco. Fais au moins ça, machin et tout. Je fais, c'est pas une bonne idée. Mais en fait, c'est moi qui suis stupide. Je devrais juste dire non. Donc au final, je pars avec mon hôtesse. Donc on part juste de Saint-Jean-Cap-Ferrat au Cap Estel. Déjà, on est comme ça. C'est un bateau de 20 mètres, tu vois, qui fait 10 tonnes et on se fait déjà maltraiter. Je jette l'ancre. Je vais chercher en annexe. Déjà, c'est Koh-Lanta rien que pour ramener les mecs sur le bateau. Et au moment où je vais à l'avant du bateau et que j'accède mon guindeau pour remonter l'ancre, j'avais laissé 50 mètres ou 80 mètres alors qu'il y avait 5 mètres. Et ben voilà, vers la fin, ça fait... Et je vois mon nez de bateau qui part. Je fais waouh! Et ça repart. Trop lourd. Je fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, il n'y a pas trop... Enfin, c'est dans les manuels si tu veux, mais c'est pas le truc que tu dis. Je vais étudier ça parce que le jour où ça m'arrivera. Tu t'es déjà chargé en plus, émotionnellement et tout ça, quoi. Ouais, il y a déjà tout le monde qui tape les plafonds dans le bateau, l'hôtesse qui m'attend en Fusbury, là. Je regarde à travers le pare-brise. Et donc je veux savoir ce qui se passe parce qu'à ce moment-là je sais toujours pas. Il y a un truc mais ça monte mais ça redescend. Qu'est-ce qui se passe? Et je dis je vais profiter d'une vague et je vais forcer sur le guindeau si je peux voir. Et là je vois une chaîne mais un maillon c'était des trucs comme ça. Hein. Une chaîne et puis la chaîne était comme une ça, chaîne de paquebot, verticale. Voilà, un truc abandonné de je sais pas quoi. Et là je me dis waouh qu'est-ce que je vais faire? Et en fait à la radio, j'ai un peu honte, je me dis mais je vais pas appeler déjà les mecs qui vont me dire qu'est-ce que le mec il fout en mer? Je vais dire quoi? Je suis à 100 mètres du bord mais je suis pris tu sais, je me sens tellement ridicule. Donc je dis à l'hôtesse, écoute, vraiment stupide, hein, je vais quand même essayer d'enlever la chaîne, on va voir, ça se trouve, je vais y arriver, tu vois. Parce que j'avais bloqué avec un boot, j'avais bloqué la chaîne pour que ça arrête de forcer, et puis j'avais le truc. Donc je pars quand même en maillot de bain pour essayer de faire un truc. Évidemment, je me suis rendu compte très vite que ça servait à rien. Non, mais j'étais vraiment dans le mal, tu vois. Je dis, ah là, c'est pas possible, je me suis retrouvé là-dedans, quoi. Et donc en fait, je dis non, j'y arriverai pas. Donc j'appelle à la radio, je balance un message un petit peu sous la honte, et là, il y a un 50 mètres qui passe et qui dit, ouais, vous inquiétez pas. Et franchement, c'était un orchestre philharmonique incroyable. Les mecs, en 2 secondes, ils m'ont balancé un petit morceau là de lesté, de plomb, avec une petite garcette, une ficelle qui est accrochée à un plus gros bout, qui est accrochée à un pare-battage. Ils me montraient qu'ils avaient accroché au pare-battage, enfin à la défense, une énorme pince Monseigneur. Ils jettent tout à l'eau, du coup je remonte tout. La pince, mais énorme. Hein. J'ai fait ping et ça a tout fait sauter, et nickel, et j'ai pu rentrer. Mais du coup, t'as perdu ton encre? Alors, ouais, j'ai tout coupé, je pouvais plus rien faire d'autre. Et puis là, ça faisait peut-être 45 minutes que ça durait, et les gens, ils comprenaient que c'était vraiment... C'était pas une bonne idée. Ils comprenaient que pourquoi je voulais pas sortir, mais c'était quand même au final de ma faute. Donc au final, voilà, je suis rentré au port avec la chaîne en moins, et puis les mecs tout mouillés en mode genre, ok, on est désolé, on sort plus. Merci beaucoup. Une histoire de fou. Incroyable. Waouh, je sais pas si celle-ci, il faut en parler. Hein. Vas-y, on va voir. Hein. Tu me dis. Je me suis fait passer pour un banquier pour faire un virement international. Ah ouais, j'avais plus le choix. Alors ouais, c'est pas un vol d'identité, hein, c'est pas bien compliqué. En fait, ouais, j'arrivais pas. Vraiment, j'ai été bloqué pour un truc tout simple. Je devais envoyer de l'argent au Canada pour un tunnel camp que j'avais booké. Et il y en avait quand même pour 15 000 €. Et impossible de le faire. Les mecs, vraiment de la mauvaise foi. Juste parce que c'était... il y avait un échange de monnaie, un échange de trucs. Enfin, tout était compliqué et rien qui marchait. Et moi, j'avais compris dans les échanges que c'était à la tour centrale que tout se passait, tout se décidait. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, moi ils me mettent vraiment fait dans une situation difficile et en fait je vais perdre mon contrat à cause d'eux de travail. Donc j'étais démuni et en fait au bout d'un moment, j'appelle la banque avec un autre numéro, je dis bah je suis un tel, je sais plus quel prénom j'ai pris de la banque centrale, j'ai vu qu'il y a M. Crozier qui nous a contacté, il aimerait machin, je vois pas ce qui bloque et tout machin. Donc j'ai juste fait un peu de bruit si tu veux. Et ils ont dit ouais bah écoutez on va regarder machin et puis en fait comme par hasard 1 heure après le virement il était passé. Mais je savais plus quoi faire en fait. Donc ça c'était un truc improbable que j'ai dû faire, c'est-à-dire que quand je t'appelle tes amis, même banquiers qui te disent mais alors là parce qu'ils sont pas de la même banque ou ils sont dans la banque mais eux ils ont aucun pouvoir. Ouais. Et ben qu'est-ce que tu fais tu vois? Tu t'as jamais fait un truc comme ça? Ça me rappelle l'histoire là où t'avais oublié ton téléphone au cinéma, tu te rappelles? Ah ouais c'est vrai. Et on est retourné dans le ciné. C'est vrai. Et toi, t'as dit, ouais, on va aller voir l'accueil pour dire si... Je dis, non, mais c'est bon, trace, on va direct dans la salle. Ils avaient déjà lancé l'autre séance. Ouais. On s'est pointé, on a pris le téléphone, on est ressorti. Et en fait, on aurait pu, en fait, si tu fais comme si t'étais dans l'urgence ou en train de faire un truc. Des fois, il faut oser. Je sais pas quel message à donner aux gens parce que c'est pas le but. Il n'y a aucune démarche à la base de fausse identité. Mais c'est que, au bout d'un moment, tu sais, quand t'es démuni, tu sais plus quoi faire. C'est bon, quoi. J'endosse le rôle. Donc, ça, tu vois, ça m'a marqué parce que tu vois, je t'en parle aujourd'hui, mais je savais plus quoi faire. Ouais, quand t'es démuni, de toute façon.
Putain, mais ces histoires, elles sont improbables. Du coup, t'as été millionnaire une fois dans ta vie. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Transport de 1 million de shillings Ah oui, au oui. Kenya. Ah oui, du coup, si, t'as raison. Une histoire de fou. Une histoire de fou. Alors, on est au Kenya. On part pour faire un saut à 7h du mat, début de journée, parce qu'on aidait un copain à faire un saut de publicité. Donc, c'était pas dans notre animation qu'on avait prévu. Donc, le directeur de la drop zone nous a dit ok, je vous laisse faire le truc, mais vous sautez avant que les gens arrivent. Donc, on fait premier saut à 7h du mat. Et c'était pour une marque de champagne, le Champagne Moum. Donc on devait ouvrir en l'air les bouteilles de champagne et puis après partir en carte tête en bas avec le champagne machin. Donc nous on suit le script, hein, ok, on va le faire. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ouvrir une bouteille en chute libre, c'est bizarre comme concept. Pourquoi pas? Très bizarre de le faire au Kenya du coup parce que tu dis c'est pas du tout le pays du les champagne. gens, bah non parce que les gens ils ont peut-être jamais eu la chance d'en boire, tu vois. Tu dis moi je vais en gaspiller une en l'air, tu vois. C'est un peu bizarre, mais bon tu vas pas faire le mec relou et dire ah non je le fais pas, mais je te dis ah, tant pis, c'est un once in a life. Donc j'y vais. Et enfin on y va avec Karine parce qu'on avait tous les deux un truc. Et en fait en partant à l'avion, le directeur de la drop zone qui s'avérait en fait plus tard être un escroc fini, il court vers moi, il dit ouah, il faut amène ce paquet d'argent là parce qu'il faut payer toute la semaine de fuel au Cessna Caravan. Et en fait c'était empaqueté dans un cube. Un cube, mais de 30 par 30. Les narcotrafiquants, quoi. J'ai fait, c'est quoi ce truc? Pardon, ça rentrait même pas dans le mon sachet casque. en plastique vacuum aspiré à l'aspirateur pour que ce soit bien. Pas aussi stylé, mais ça aurait pu. Et du coup, là, je me rends compte mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce qu'on faisait des sauts sur la plage. Tu t'es pas dit, là, la magouille commence à ce moment-là? Non, en fait, c'est ça qui est pas rassurant, c'est que des fois, c'est tellement too much que tu commences à te dire, toi, c'est fou, mais c'est trop fou. T'es quand même pris par l'élan. Et donc là, on se retrouve, on est pieds nus, parce qu'on partait pieds nus, parce qu'on sautait sur la plage. T'es pieds nus avec une bouteille de champagne à la main et puis 1 million de shillings kenyans dans l'autre. Pourquoi ça tombe en même temps tout? Pourquoi il y a... Tu sais, c'est trop là. Je pense que c'est une caméra cachée. Ça serait la seule explication en fait. Ouais, c'est vrai. Et non, c'est vrai. Et donc, bon, en vrai, on a fait notre saut. Champagne Moum était hyper content. Ils nous ont invités. Le pilote, il a pris ce qu'il devait prendre. C'était prévu. Moi, je sais pas. Mais moi, je suis le passeur. Je suis le passeur. Non, mais pour dire que voilà, l'histoire, elle était. Ouais, parce qu'en fait, 1 million de shillings, on devrait commencer par ça. C'est genre 10 000 euros. Ouais. C'était pas non plus. Voilà. Pour le Kenya, c'est colossal, quoi. Mais voilà, c'était bizarre de se balader avec ça. Donc je n'étais pas dans la rue. On avait la navette qui nous emmenait, mais c'était quand même très 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 bizarre. Ouais, c'est pesant, je pense. C'est pesant. Que déjà, si le champagne, tu trouves que c'est pesant, déjà, le champagne, c'était 10 000 balles en cash. J'étais déjà pas très serein dans le concept du truc, mais que ça arrive en même temps, bah je sais pas. Ça rajoute du truc, quoi. Bah, de l'irréalisme. Le contraste avec la population et les moyens du bord. Qui sont adorables d'ailleurs, le Kenya. On l'a fait 3 fois cette mission. J'y retourne demain sans problème. J'adore. C'est au bout de la combienième de mission que tu t'es rendu compte que c'était un escroc? Sur la dernière, la 3e. La dernière. Ok. Du coup, t'as bu un vin de la Seconde Guerre mondiale? Une histoire incroyable. Ouais, ça c'est vraiment improbable. On fait une compétition à Agen de parachutistes, ça se passe sur 2 jours et en fait le temps se couvre et du coup on a un bloc météo pendant 3-4 heures. Les juges disent bah là si vous voulez faire un temps off machin, et comme on voyait pas souvent les gens d'Agen et le directeur du centre c'est un copain et je le voyais pas souvent, je dis à Karine on va aller dans une épicerie fine, on va lui trouver en cadeau une bouteille, tout un truc sympa, vu que là on a le temps, on va faire ça. On part pour faire ça. Et quand je rentre dans la boutique, il n'y a personne vient, et j'entends qu'il y a du bruit en arrière-boutique. Donc je dis, bon, bah, je vais commencer à choisir, donc je vais voir, attends, moi je voulais un vin du sud-ouest, ou un Bordeaux et tout, je regarde et tout. Et au bout d'un moment, quand même, le mec arrive, et dit, vous voulez un coup de main et tout? Et je dis, non, je vais choisir, c'est gentil, et je sais pas pourquoi je sors ça, parce que Karine, elle attendait devant le comptoir. Je dis, mais par contre, si vous voulez vous occuper de ma femme, comme ça, elle attend pas pour rien, tu vois. Je sais plus comment je formule ça. Et il dit, ok, et il prend Karine, et il se barre avec. Je fais, ah bah ok, bon, bah, je finis, et au final, je prends 2 bouteilles. Je dis, ok, bon, on décidera laquelle machin on prend. Et comme il y a du bruit, bah, tu vas voir. Bah, de toute façon, je vais voir. Et je vois qu'en fait, effectivement, c'est une arrière-boutique un peu montée en bar, tu vois. Et parce que le mec, il accueille souvent ses copains. Et en fait, on voit qu'il y a des bouteilles de partout, où ils font dégustation, tu vois. Et je fais le tour, et je vois une bouteille déjà de 84, un truc de fou. Et je fais, waouh! Et il me dit, ah, vous voulez goûter un petit truc? Je fais, ah ouais, trop bien et tout. Bah, donc on goûte un petit bout de vin. Et au bout d'un moment, ils se remettent à discuter. Et avec Karine, nous, on est en mode genre, bah, on va pas tarder à partir et tout. Et je finis de faire le tour de la table. Parce que de premier lieu, tu peux pas fouiller partout. Mais au bout d'un moment, tu vois, tu peux un peu te promener. Ton regard se pose. Et je revois une bouteille, il reste ça dedans. Et on dirait une fausse bouteille de Disney, tu vois, tellement de trucs de pirates, tellement qu'il y a de la cire dessus, de la poussière du truc. Et quand je vois la date, je dis, c'est pas possible, tu vois. Et quand il y a un petit moment pour parler, je dis, je suis désolé de vous interrompre, mais
est-ce que c'est vraiment c'est une vraie bouteille? Et là, il me regarde, un petit clin d'œil, il fait ouais, vous voulez goûter? Je fais bah écoutez, je suis en compétition, normalement j'ai pas le droit, mais en même temps je pense qu'on sautera plus, mais pour la gloire, ouais, si vous m'accordez, ça serait extraordinaire. Et en fait, c'était un château Ausson 1943. Et le mec, en fait, m'explique, lui, il venait de fêter ses 50 ans. Et c'était une bouteille qu'il avait quand il a repris la boutique, qui est là depuis toujours. Il sait pas qui l'a commandé à l'époque, il sait qu'il la vendra jamais. Il savait qu'un coup sur deux, elle était pas forcément plus bonne. Donc il a dit allez, pour mes 50 ans, je l'ouvre. Et bah, il nous a fait vraiment ça, tu vois. Et c'était d'ailleurs pas forcément bon, tu vois. Ouais, mais par contre, tu dis, voilà, tu je sens le bois poids un des âges. truc, exactement, qui a pas d'âge. Puis surtout de savoir que voilà, la guerre était même pas encore finie. Enfin, ça va au-delà de ta compréhension. En fait. C'est assez te dire dingue. que la bouteille, elle était là avant que tu arrives sur Terre déjà. C'est ça, c'est ça. Et je pensais pas vivre ça, en fait. C'est improbable, complètement improbable. Bon, c'est pas pour le goût, mais c'est vraiment pour le. Bah pour l'histoire. Je t'avais pas jamais raconté. Non, tu m'as jamais raconté. Incroyable. Putain, décidément, les millionnaires, quoi. Il y a un millionnaire qui t'a offert une moto de... Ouais, j'espère devenir millionnaire d'ailleurs. Hein, pour la refaire. Ça serait pas mal. Alors, je travaille sur un bateau, un voilier de 30 mètres, super bateau. Et j'étais commandant en second, j'étais pas capitaine de celui-là. C'était vraiment un gros truc. Hein. À cette époque, j'avais pas encore les compétences pour le faire. Et le propriétaire, évidemment, était millionnaire. Et en fait, un jour, je me mets pendant une semaine à bosser dans sa baraque. Il y avait rien de spécial à faire, on avait un peu hiverné le bateau. Et comme j'étais payé au mois, il me dit bah tiens, si on a besoin d'un petit coup de main, tu dis pas non. Tu dis bah oui, évidemment. Ouais. Donc je vais un peu dans sa baraque. Il était à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour l'aider à faire 2-3 trucs. Et j'ai un accident de moto. Donc moi j'avais un vieux GSX-F. Il y a un mec qui me coupe la route à Villefranche-sur-Mer. Excuse-moi. Il y a un mec qui me coupe la route à Villefranche-sur-Mer. Je fais un soleil. La moto morte. Moi, j'avais rien. C'était pas très vite, mais là, pour une moto, ça casse tout de suite beaucoup de choses. C'était une très vieille moto, donc c'était cuit. Et du coup, il me voit le lendemain revenir en taxi, tu vois. Donc, il me dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et je lui explique, je lui raconte l'histoire. Et il était dégoûté pour moi parce qu'il savait que c'était mon seul moyen de transport à l'époque. Ouais, puis c'était important. Et je peux comprendre qu'à son échelle, c'est pas grand chose, tu vois. Enfin, toi, 3-4 000 euros, il m'en a pas payé 9, tu vois. Mais voilà, il m'a tout de suite dit ça coûte combien une moto d'occasion? Moi je te repayé une machin. Donc j'aurais peut-être dû lui dire donnez-moi 15 000, mais c'est pas du tout de mon esprit. Mais du coup je lui dis ouais, à ce prix là il y a une moto décente quoi, à 3-4 000 euros. Donc il m'a fait le chèque tout de suite. Donc voilà, je suis acheté mon 900 CBR avec le lendemain quoi. Et t'es revenu avec le lendemain? Pas le lendemain parce que c'est une que j'avais repérée il y a quelques temps avant. Donc j'ai appelé d'abord pour savoir s'il était toujours. Elle était à Jouan-les-Pins. Et puis le mec il me dit ouais elle est toujours là, et donc je suis allé la chercher. Donc ça a pris quelques jours, mais ouais, je l'ai eu vite. Il t'a vu avec quoi? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, incroyable. Ouais, ça pareil, merci encore, hein, je remercie le geste, puis je pensais pas me faire offrir une moto un jour. T'es rentré dans le port de Maratea sur un moteur, et le deuxième, du coup, enfin le seul qui te restait, il t'a lâché. Ouais, alors ouais, beaucoup d'histoires de bateaux, mais je suis désolé, mais il arrive des trucs sur la mer, il arrive des trucs. Les gens qui pratiquent la mer le savent. Alors, on était sur un Sunseeker 80 pieds avec mon pote sud-africain un peu fou que j'adore, Spiros. Et donc là, on faisait un convoyage. Normalement, on faisait Beaulieu jusqu'à la Grèce, jusqu'à Athènes. On n'est jamais arrivé à Athènes. Donc gros moitié de traversée de l'Italie, gros problème. On perd plein de trucs électriques, plein de trucs qui se mettent à déconner. Et c'est forcément tout le temps en même temps qu'une tempête arrive. C'est tout le temps pareil. C'est tout qui se met à aller mal d'un coup. La loi des séries, quoi. Et donc on se met à se rapprocher de la côte, mais il n'y a plus vraiment de port. On a passé Gênes, ça commence à être, c'est pas génial pour s'arrêter là. Et à un moment donné, on perd un moteur. Donc là on se dit là par contre, on allait tout doucement, mais là quand tu perds un moteur, on dit là, il coûte une fortune, c'est des bateaux à 4 millions d'euros. Là on va vite rentrer dans n'importe quel port qui se présente. Et on faisait du monitoring de tous les ports quand même qu'il y avait, on était déjà en mode veille, hein. Mais là on se dit le prochain c'est Maratea, donc c'est le prochain, il n'y a plus d'autres après, hein. Donc on s'approche, mais c'est l'arrivée, elle est dingue parce que c'est vraiment un port qui est à flanc de falaise, c'est même pas un port, c'est vraiment une petite cachette quoi. Il y a une jetée qui la protège. Et on arrive, on balance un espèce de Mayday tout de suite pour dire on arrive et puis poussez-vous. Et puis on est limite trop gros pour le port, mais on n'a pas le choix en fait. Et vraiment la mer est vraiment démontée. La Méditerranée elle peut être très méchante, ça peut vraiment secouer dans tous les sens. Et on est tant bien que mal, on rate la première entrée tellement qu'on est poussé. Et parce qu'on n'ose pas mettre les gaz qu'il faut. Et on se dit non, il faut qu'on rentre plus fort. Le port il est petit donc ça fait peur, mais il faut vraiment qu'on rentre plus fort. Donc on ressort en marche arrière, enfin c'est vraiment galère. Et on dit allez, il faut vraiment qu'on y arrive. Et le truc qui est très, très,
théâtral, c'est quand on refait la deuxième tentative en mode genre putain mais faut pas qu'on rate parce qu'en fait faut pas qu'on casse le bateau, faut pas qu'on n'a pas beaucoup d'enjeux. faut vraiment qu'on y arrive quoi. On constate à ce moment-là, on avait tellement la tête dans le guidon, en plus il y a une visibilité horrible et il commençait à faire nuit, que au-dessus de nous, c'est comme le Corcovado à Rio de Janeiro, il y a Jésus comme ça qui te regarde toi. Il y a vraiment la statue. Vous regarderez sur internet de Maratea et on regarde ce truc, on fait qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire c'est bon, ça va le faire ou au contraire c'est la fin? Et on rentre en force dans le port et quand ça se met enfin à être un tout petit peu calme dans le virage, là le deuxième moteur il s'arrête. Donc, on n'a plus rien, moteur mort. Et donc heureusement il y avait déjà les Zodiacs de la capitainerie qui étaient là en mode pour nous amortir parce qu'on n'avait plus rien, là on partait dans les rochers mais sur de la mer plate, un trait de port, mais on a vraiment, à 20 secondes près, on était vraiment sur notre dernière cartouche. Donc ça, toi j'ai encore, quand j'y repense, je me fais, c'est même plus, enfin c'est de la chance évidemment, ou de la malchance, peut-être les mauvais choix avant, j'en sais rien, mais au final ce truc-là à vivre, il est bien fou quoi. Il est fou, ouais. Ça s'est très bien fini, mais c'était fou. Une fois que le moteur est coupé, il se passe quoi? Le silence absolu dans le bateau. Nous, on se regarde tous les trois parce qu'on avait un marin italien avec nous. Il dit c'est des fous les deux là. On est tous dans les mêmes constats à ce moment-là, c'est-à-dire de se dire c'est bon, toi, se dire tout va bien, c'est bon le bateau, on l'a pas cassé, machin. Donc on est surtout sur du positif. Et en même temps, tout de suite après, l'émotion qui arrive, c'est comment ça se fait qu'on s'en sort en fait? Parce qu'en fait, 20 secondes avant, l'ambiance c'est pas ça. 20 secondes avant, on a sorti toutes les défenses au cas où, on a sorti toutes les gaffes, les mecs ils sont en stand-by dedans mais ils sortent même pas parce qu'ils sont en Zodiac et eux la mer est démontée. Donc quand tu vois l'ambiance qu'il y a 20 secondes avant par rapport à là, tu fais 2 salles, 2 ambiances quoi. Voilà, donc on est en mode comme ça pendant je sais pas, peut-être 30 secondes mais ça me semble un quart d'heure, tu vois. Voilà. On peut enchaîner parce que c'est trop dur à se remémorer celle-là. Mais improbable, ouais, improbable. Toi, tu vas finir en prison, c'est sûr. T'as conduit une bagnole de police pendant 2 mois. Ah non, mais ça c'est cool. Non, mais c'est pas illégal ça. Ah bon, bah ça va alors. J'ai conduit une voiture de police pendant 2 mois. Ça, attends, je te coupe 2 secondes. C'était marrant. Tu l'as vu le film Tais-toi avec Jean Reno? Mais oui. Je dis mais t'es complètement con toi. Je te demande de te débarrasser d'une bagnole de flic et tu m'en amènes une autre. Tu sais quand tu retournes voler. Il dit oui mais c'est pas la même. Tu sais que j'avais jamais. Elle est très bien. C'est digne de alors, ça. C'est digne de ça. Dans le montage, je ferai une petite vignette pour le clin d'œil. Bah, t'as raison, putain bien vu. T'as raison. Alors, ça s'explique en fait. Facilement, même si ça reste vraiment improbable. J'ai eu aussi une carrière de sauveteur en mer. Et pendant mes 3 mois de contrat sur les plages, parce que tu t'entraînes pour avoir toutes les compétences, c'est un brevet à lui-même, le brevet de sauveteur en mer. Il y a de l'hélitreuillage, il y a le BNSSA, il y a du radio, il y a de la radio, pardon. Il y a plein de choses à réunir pour que tu aies le droit d'aller sur les plages à la fin, évidemment. Et quand je suis en stage de plage, il y a le deuxième contrat, le premier c'est à Sérignan, le deuxième c'est à Valras, et le chef de la station c'est un CRS. Donc eux ils ont la double casquette, police, on avait tous double casquette pompier volontaire et sauveteur en mer, mais ils avaient en plus du coup triple casquette, ils avaient la casquette police, enfin non du coup ils n'avaient pas la pompier mais ils étaient CRS. Le mec il me fait une audition quand même quand j'arrive, parce qu'il voulait à chaque fois connaître bien les profils des mecs, parce que il pouvait se permettre de prendre qui il voulait, il est même un médecin urgentiste, il y avait vraiment tout, donc si tu lui revenais pas, au bout de 2 jours, il trouvait un autre sauveteur en mer. Il prenait vraiment ce qu'il voulait. Donc, moi je fais l'entretien avec lui, puis à un moment donné, il me dit « Ah, t'as le permis remorque et tout ?» Et je dis « Ouais. » Il me dit « Mais t'as juste le permis ou tu sais bien faire ?» Et je dis « Non, en fait, comme je suis pilote de montgolfière, bah du coup, on tire les montgolfières avec la remorque, machin. Donc en plus, il faut se taper souvent des marches arrière, qui est un peu faut choper les coups de main. Donc non, j'ai les vraies compétences, quoi. Et là, le mec, il se dit genre, ah bah nickel. Il dit, ok, bah maintenant, ce serait toi le responsable de la mise du bateau à l'eau. Et eux, leur bateau, fallait le mettre à l'eau tous les matins et le récupérer tous les soirs. Donc il n'y avait pas un gros trajet, c'était 1 kilomètre par jour, tu vois. Donc tous les jours, 2 fois par jour, je me promenais avec ma voiture de CRS, avec le gyrophare, le tour. Bah, je mettais pas en route de tour. Non, Allez, à vous. Alors, le dernier jour, parce qu'il y avait le mec avec dedans, parce qu'il me laissait partir tout seul. Hein, vraiment, il me laissait faire le truc et puis il me rejoignait à pied. Et en fait, le dernier jour, j'avais le mec avec moi et je lui ai demandé. Et puis, ouais, on a mis un petit coup, évidemment. Mais j'ai été ça, j'ai attendu. J'étais déjà tellement impressionné, rien que de faire ça tous les jours, quoi. Alors. Tu t'y fais quand même au bout d'un moment, puisque tu commences à dire de loin, en fait, les mecs, ils pensent juste que c'est un CRS qui amène un bateau, puis c'est tout. Mais comme toi, tu ne l'es pas à la base, ça fait bizarre, quoi. Ouais, j'ai l'impression que t'as si pas à être là. Arrêter, je suis mort. Non, parce que tu peux pas, c'est le major en fait, qui t'envoie. Ouais. En plus, enfin, j'ai jamais vu une voiture. Oui, de flic tu dis que normalement, t'as raison. Oui, tu peux pas. Donc, c'est un bon plan, ça. C'est vrai que tu peux faire ce que tu veux. Notez-le. Si vous voulez pas vous faire arrêter, il faut rouler en bagnole de flic. C'est tellement simple, mais c'est tellement. Réfléchissez. Voilà. Pas mal. T'as fait un saut sauvage en montgolfière au-dessus d'une station de ski. Oui, c'est façon de parler sauvage. Mais en fait, voilà, normalement il faut un OTAM,
quand on fait un saut un petit peu hors zone. Là, c'en est un, on n'a pas déposé de notable, donc c'est en sac, c'est sauvage. Et tout était en fait particulier dans ce saut. Tout était un peu improbable. Alors, moi, j'avais pris mon parachute, mais c'est un stage de montgolfière. Donc, on faisait une semaine de vol au carreau d'arrache. Et forcément, tous les autres pilotes, ils savaient que je prenais de l'expérience dans le para. Donc là, j'avais 200 sauts, ce qui est en fait pas tant que ça. Ouais. Ça paraît énorme pour un non-pratiquant, mais 200 sauts, c'est pas beaucoup. Et à l'époque, il n'y avait pas de tableau de taille de voile de quoi que ce soit. Moi, à l'époque, j'étais déjà avec une Stiletto 135. Donc c'est une petite voile, comme tu sais toi maintenant aujourd'hui. Donc c'est pas du tout une voile pour sauter au-dessus d'une station de ski à 1400 mètres. C'est pas du tout le matériel qu'il faut, quoi. Donc, mais moi, j'ai pas de recul de rien. En fait, je m'en rends compte maintenant. Donc, les mecs, ils vérifient rien. Même pas... Si un élève à toi aujourd'hui vient et te dit non, mais... je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais en fait, je pense que heureusement, on a tellement fait changer les mentalités que de eux-mêmes, je pense que les paras, ils se mettraient même plus dans une situation comme ça. Ouais. Là, je te parle d'un truc d'il y a 20 ans, quoi. Et du coup, je suis avec un autre de mes meilleurs potes, là, Hugo. Et pareil, no brain, no pain, tu vois, c'est parti. Donc lui, en plus, il a une voile encore plus petite que moi. Et là, on dit au mec, ouais, y a pas de problème et tout machin. On vous monte à combien? Ouais, j'ai pas de problème. Je sais même pas si on répond à la question, tu vois. Donc il nous donne un 800 mètres ou un 1000 mètres au-dessus de la station. On saute, on tombe comme des enclumes, comme des cailloux. Et on s'était décalé. Donc au début, on était au-dessus de la zone de déco, qui est un bas de piste tout plat. Et juste après, il y avait un terrain de foot. Donc dans notre imaginaire, c'est facile. Sauf que le temps qu'on monte, on s'était vachement décalé. Donc le temps qu'on ouvre les voiles, on est plus du tout là où on pouvait plus se poser, là où on avait décidé de peut-être se poser, pour te montrer le niveau de non-préparation du truc. Donc on arrive, on vole comme des malades. Alors mon pote a tiré un tout petit peu plus haut, lui il se pose sur le terrain de foot. Moi je voyais que j'allais pas au terrain de foot, donc il fallait que je choisisse dans quelle maison j'allais me poser. Dans donc, le salon. Pareil, autre ambiance. Waouh, comme je suis très intelligent d'avoir fait ça. Et en fait, je me dis, bon, je vais quand même faire de la distance opposée, il faut que je regarde un endroit, imagine le recul, où il y a un portail d'ouvert. Comme ça, je commence sur la route, et puis je finis dans le portail, et je finis dans la maison, enfin dans la petite cour de la maison. Je cherche ce scénario-là. Je scanne. Oh, je trouve exactement ce que je cherchais. Donc j'ai fait mon virage au-dessus de la route, en tenant tout en frein, et exactement tout ce que j'avais prévu. Je vole au-dessus de la route tout doucement, je passe le portail, et je finis en dérapage dans la petite cour de la maison, et en mode genre... comme si c'était tout calculé, alors que pas du tout, tu vois. Et je rejoins Hugo, et puis c'est marrant parce qu'on se félicite, parce que c'était magique. C'était génial. On était dans du blanc, dans de la neige, avec la montgolfière. On voyait la crête des Alpes, enfin, tout était magique, jusqu'à ce qu'on soit sous voile. Et c'est le constat qu'on se fait quand on se retrouve à se dire, putain, c'est chaud qu'on vient de faire en fait. Et personne nous a retenu ou dit quoi que ce soit en fait. C'est ça aussi. Alors, on rejette la faute à personne, on est responsable. Mais si tu as ce moment-là, on est dans une brèche de trucs où les gens nous font confiance. Ils regardent pas si on a l'expérience. Ouais, tu parles au non-initié. Moi j'ai 200 sauts. Le exactement. Mec, il dit, c'est bon, il sait ce qu'il fait. Mais du coup, c'est une expérience clairement qui m'a permis aussi de dire waouh, on n'a pas 9 vies, on n'est pas comme les chefs, faut faire gaffe. Elle est bien ou pas? Ouais, elle est pas mal celle-là. Elle est costaude. Tu étais à quelle altitude? La station était à quelle altitude? Les carreaux d'arrage, je crois que c'est 1100 mètres. Ouais, donc, mais comme elle monte vite, nous, là où on a ouvert, on n'était plus à 1100 mètres. Là, je te parle du déco. Ouais. Je sais même plus à quelle verticalement on était. C'était pas. Donc quand terrible. Tu poses, ça bombarde quoi. C'était très débile jusqu'au bout. Il y a eu des graviers un peu, des. Non, c'était de la neige. Donc t'as posé sur la neige. Ouais, tout était de la neige. Aussi, tout était blanc. Alors c'est aussi, quelque part, c'est aussi le truc qui me dit, qui me disait quand j'allais me poser, au pire. Je dérape, ouais. Mais bon, c'est pas l'argument qui sous-vole, qui te dit c'est bon, il y a de la neige, ouais. Ok. Waouh, c'est là. Moi, je suis un peu deg de ne pas avoir assisté à ça. T'as fait la première partie du spectacle de Verino sur un bateau. Ah ouais. J'aurais aimé être là ce jour-là. Génial. Écoute, ça s'est fait tellement vite, sans rancune. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Donc j'étais sur Paris à ce moment-là. J'ai eu la chance, quelques jours avant, c'est pour ça que j'étais dans cette dynamique-là. J'ai été invité grâce à mon ami Paul Taylor à aller faire les Lilarius, donc Festival du Rire, qui organise aussi des prises de parole sur scène. Parce que moi, forcément, j'ai pas de spectacle humoristique prêt, mais il savait que j'avais des histoires de fous. Donc il me dit, tu veux venir sur scène raconter une histoire? Et c'est une que j'espère aussi raconter, que j'ai racontée pour la première de Verino, que j'espère raconter à nouveau sur une autre de ses premières. Donc je vais pas cramer l'histoire là, malheureusement. Je suis désolé, c'est du suspense, mais il faut que je la garde encore un petit peu, cette histoire-là. Mais elle était dingue. Et ce qui est drôle, c'est que déjà, mon pote Verino me fait full confiance. Il connaît pas l'histoire. Je le raconte vite fait en diagonale, mais c'est pas un vrai test. Genre, est-ce que tu tiens 10 minutes? Est-ce que tu vas
pas être stressé sur scène, ou enfin 1000 trucs qui sont des questions légitimes, tu vois, qui pourraient me poser. C'est sa première partie après. Et tout, quoi. c'est une confiance énorme, parce qu'effectivement, c'est son public à lui, les gens ils viennent le voir lui. Donc full confiance, il me dit ouais, vas-y, viens, trop bien. Et donc, alors c'est pas une grosse salle, je crois que c'est une 120 places. Et par contre, c'est sur un bateau, c'est sur une péniche, la Nouvelle Seine à Paris. Et c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant d'être sur un bateau en fait pour faire ça, parce que moi j'ai passé tellement de temps dans ma vie à être sur des bateaux. Et là, bizarrement, il y a une jonction de deux mondes qui se fait. Je rentre un peu dans un univers qui n'est pas le mien, grâce à la bienveillance des copains, mais c'est sur un bateau. Enfin, je sais pas, mais ça m'a fait un effet supplémentaire. C'était génial. T'as cumulé un peu toutes tes anciennes vies en fait. T'as l'impression qu'il y a une logique. C'est débile, mais t'as l'impression qu'il y a une logique. Et le truc que je voulais te dire tout à l'heure, que j'attendais à ce moment-là, c'est que t'as la petite lumière rouge à 8 minutes pour te dire, t'as 8 minutes, tu dois faire 10, gère tes 2 dernières minutes, quoi. Et évidemment, quand le 8 minutes sonne, tu fais, ah mais j'en suis à la moitié de mon histoire. Presque, j'étais là, ah ouais, c'est chaud. En fait, je me suis entraîné avant. Et au Lilarius, j'étais bien descendu, j'avais bien maîtrisé le truc, mais c'était pas du 10 minutes chrono. C'est-à-dire que si je faisais 11 ou 11:30, ce que j'ai probablement dû faire, c'était pas grave en fait. C'était en gros, tiens 10 minutes. Là, c'est vraiment 10 chrono, parce qu'il y avait Rino après, et puis il y avait une autre humoriste après. Ouais. Tu peux pas mettre tout le monde dans le rouge. Donc quand je vois la lumière, je fais waouh. Et là, j'ai fait. C'est parti. Ça s'est vu, je pense, mais non, c'est très bien passé. Tu l'as dit au public, bon là, il me reste que 2 minutes, ça va être chaud pour finir l'histoire. J'ai failli, mais en fait. Non, je l'ai pris sur moi, je l'ai géré émotionnellement, mais je me suis quand même fait le constat de dire ouais, vaut mieux faire l'inverse, vaut mieux aller un peu vite et puis couler, je pense. Ouais. Après, c'est peut-être facile à dire, ça dépend aussi des formats. Voilà, la répétition va faire que tu vas devenir plus à l'aise pour contracter des. Mais à vivre c'est dingue, parce que c'est cette lumière que le public ne voit pas. Pareil, tu dis ah ouais, ils vivent ça eux, tu vois. C'est dans un vrai, c'était vraiment très très réel. Verino mais c'était sur un bateau. La lumière rouge. Ouais, pour annoncer le prochain. Ah, je pense, j'ai même pas posé la question. C'est intéressant. Ouais, ça serait intéressant de savoir. Celle-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Vas-y. Il a été invité par le président de la République à l'Élysée. Yes. Alors, pourquoi je dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont parce qu'il faut une excuse incroyable pour être invité à l'Élysée. Alors, en fait, nous, c'est même pas de fait de notre titre de champion du monde ou des records incroyables qu'on a pu faire, parce qu'on en a fait 2 ou 3 qui ont retenu l'attention quand même. Justement, par exemple, du président Macron, parce qu'on en a parlé après, il l'avait vu, donc il y a des trucs incroyables quand même qui sont perceptibles par ces gens-là, mais pas qui justifient une invitation. Pourquoi j'ai été invité? C'était pour une remise de Légion d'honneur d'un ami, astronaute, Jean-François Clairvoy. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a suggéré dans une liste, donc Karine et moi, pour être invités d'honneur pour aller à l'Élysée pour cette remise. Sauf que bien sûr, ça passe par l'IRG et puis ça passe par l'approbation du président. C'est pas le récipiendaire qui invite les gens. Au final, c'est quand même le président qui dit ok, j'accepte, donc c'est moi qui invite chez moi les gens à venir. Donc tu reçois sur ton email un jour. Je suis sûr que tu l'as encadré. Ah bah bien sûr. Non, je l'ai pas encadré, mais je veux dire, je l'ai tu l'as gardé quoi. Je l'ai en PDF. Donc, tu as invitation officielle du président de la République à venir à l'Élysée. Le 30 avril, c'était 2024. Et tu fais waouh! Et c'est très très classe. Parce que, quel que soit le président en ce moment-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui faisaient des réflexions par rapport à ça, je dis, mais ça n'a pas d'importance en fait. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, il t'invite. Mais c'est la représentation suprême exactement. Du pays, quoi. Donc, c'est un honneur incroyable. Et puis, être à l'Élysée, c'est à tous les niveaux, c'était fou. Donc quand on passe le pavillon, là, qu'on traverse la cour, tu rentres dans un musée déjà. Elle paraît immense la cour, et tu dis wow, là où ils se serrent tous la main, les ministres et tout, tous les chefs d'État. Enfin, on est dans un film quoi. C'était magique. Et puis donc on a eu un moment pour parler quelques minutes avec lui. Et ce qui était génial, c'est qu'il t'accorde du temps quoi, vraiment. Alors c'est court parce que au final on s'est rendu compte que c'était 1 minute. Toi ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mais il t'accorde le temps, et puis effectivement il avait vu le record du monde de nuit. Celui-là il est vraiment très utile pour nous, parce qu'on a fait plein de records du monde qui sont pas forcément passés dans les médias, mais le record du monde de nuit avec les pyrotechniques au pied, mais tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Après c'est assez incroyable comme ouais. Tant mieux. Mais en tout cas lui il l'avait vu, et puis on en a parlé, c'était dingue. C'est fou. Pouvoir avoir l'attention du président, c'est incroyable. Et d'ailleurs, faut que je le dise ça. J'ai eu la chance, donc c'était lié aussi à ce record du monde, qui m'envoie 3 semaines plus tard une lettre de félicitations et d'encouragement. Lettre de félicitations, d'encouragement. Ça faisait un petit peu l'effet Forrest Gump, tu vois. J'ai reçu ça, donc je l'avais montré à ma mère tout fière. Je te rends compte. Après la lettre d'invitation, t'as la lettre merci d'être venu, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Les petites attentions comme ça, c'est. C'est ça m'a beaucoup touché. Hein. On est déjà sur la dernière anecdote. Ok. Ça va vite. Hein.
Ouais, mais tant mieux, parce qu'on n'a pas plafonné, non? Non, pas du tout, 42 minutes. Génial. Magnifique. Du coup, cette anecdote-là, il va falloir que tu m'expliques parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de faire un sauna aussi exotique que celui que tu as Ah fait. oui. Mais c'est tellement... Alors, ce que je vais te raconter, c'est marrant, parce que pour nous, c'est improbable. Et en fait, pour la population des gens dont je vais parler, c'est tout à fait normal. Donc c'est ça qui est délirant. Alors, on est invité à faire une semaine d'animation en Estonie. Estonie et puis Finlande, tu vois, c'est deux pays qui ont un peu la même culture. Et donc on y va, on est super content. Et en fait, il s'avère que tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, pour eux, c'est une journée est gâchée si t'as pas ça. T'as le sauna tous les soirs. Et encore plus quand t'es en mode vacances ou en mode truc machin. C'est même, voilà, un moment très convivial. Et donc, eux, c'est à poil, évidemment. Donc, il y a plein de trucs où tu fais waouh, quand t'es français, t'es pas prêt. T'es vraiment pas prêt. Ils nous font la visite le matin, déjà, de toutes les installations. Bah voilà, là, c'est la cuisine, là, c'est les dortoirs. Vous, on vous a mis vous avez trouvé un petit chalet. Enfin, vraiment, ils sont adorables. C'était extraordinaire. Et on a fait tout le tour de la drop zone. Et moi, j'ai pas fait gaffe à un truc, à un moment donné, qui m'est revenu du coup le soir même. À un moment donné, ils nous disent. Bon, là, il y a les toilettes. Il y en avait aussi vraiment le centre de parachutisme. Là, c'est un petit peu le paraclub, tu vois. Il y avait 200 mètres d'écart. Donc, dans le paraclub, il a dit, pour ce soir, là, il y a les toilettes, les douches, machin. Et c'est vrai que les douches, quand il a dit les douches, moi, j'ai juste vu un couloir de 1 mètre sur 3 de profondeur et puis basta, quoi. Mais sur le moment, tu fais, ouais, d'accord, puis tu suis le mouvement. Et là, bah, c'est le moment du fin de journée. Donc, sauna, machin et tout. Alors, t'as pas le temps de te retourner, tout le monde est à poil. Tu fais, waouh, waouh, waouh! Qu'est-ce que j'ai raté? Et tellement des amours, il y a un mec qui arrive tout de suite, il m'offre une bière, c'est déjà ouverte, il me dit tiens et tout, machi, bah viens, voilà. Ok, donc ok, bon alors je repose de la bière, je dis à Karen, elle me dit non, non moi plus tard, tu sais, ça allait trop vite pour elle. Et bon, tu vois, on avait notre copine Domi, elle était là. Elle, pas de problème, tu vois. Donc, c'est une démarche. Tout le monde réagit comme il veut, peu. Bref, encore une fois, 11 ans de foot. Dans les vestiaires, les douches collectives, il y a longtemps que t'as plus ce filtre-là. Donc, tu fais OK. Bah, en plus, tout le monde est à poil. Donc, tu te fous à poil. Et puis, tu redeviens invisible, en fait. Ouais. Donc, voilà. Et puis, je prends ma bière. Mais je veux prendre une douche avant d'aller dans le sauna, évidemment. Donc là, je suis en train de marcher. J'ai posé tous mes vêtements. Je suis avec ma bière. Je suis à poil. Et je vais vers les fameuses douches, tu vois. Sauf qu'il y a déjà des gens dans les douches. Et j'arrive et je vois 2 Estoniennes, je te jure que c'est vrai, nues. Il faut qu'on appelle Serge le mytho. Il va pas te croire. Ah putain, Jonathan, je te jure que c'est vrai. Donc j'arrive, et surtout qu'en plus, l'élan il est chelou parce que moi je m'arrête net parce que ça va trop vite pour moi. Parce que je suis en train de me voir de l'extérieur. Je suis en train d'arriver, je suis à poil avec ma bière à la main. Et il y a 2 filles qui sont en train de se savonner à poil. Et qui me disent attends, on a pour 2 minutes, on finit et tout machin. Et moi je suis là genre non mais prenez votre temps. Mais sauf que je suis en mode genre attends, je leur dis prenez votre temps, genre je suis en train de les mater, genre tu sais plus quoi faire. Et surtout que toi tu vas réagir forcément d'une manière bizarre alors que tout va bien. Quelle que soit la façon dont je vais réagir, si je devais me dire machin ou je vite jeter ma bière ou partir en courant, ça serait bizarre. Ouais. En fait, à ce moment-là, il faut limite faire non, mais tout va bien les filles, prenez votre temps. Donc c'était irréel de vivre ce truc-là parce que improbable à 100%. Il y a pas de galère, c'est normal. Il y a pas de galère, c'est normal. Je m'allume une petite clope, allez-y. Donc pour moi improbable, mais je réinsiste. Pour là-bas, c'est pour normal. eux, mais complètement normal, genre bah quoi. Donc c'est pour ça aussi que les voyages, tu vois, les voyages. Ce qui peut se passer, bon pas du coup au Kenya par rapport à ce que on a raconté tout à l'heure, mais ce que tu peux vivre à l'étranger, qui va être la normalité pour eux, dans la générosité ou dans la pudeur ou dans quelle que soit leur façon, comment les gens se sont adaptés, quelle que soit finalement leur mœurs, ouais, leur coutume, et ben ça va être différent. Ce qu'on a pu vivre, tu vois, en allant au Koweït, en allant en Australie, en allant au Brésil, enfin on peut le raconter, mais il faut le vivre. Il faut être dedans pour se faire ah ouais, d'accord. Ça c'est normal pour eux. Et partager justement aussi comment toi tu réagis, parce qu'on leur a dit. Karine du coup a attendu toute la semaine et à la fin ils ont fait un sauna spécial fille parce que c'est mixte de base. Ils ont fait un truc spécial fille pour Karine en maillot de bain. Parce qu'elle est pas venue Karine. la semaine, non, ben non, elle m'a dit. Je lui ai dit mais en fait tout le monde s'en fout. Alors c'est facile à dire. Voilà, et elle a dit je peux pas, j'arrive pas. Et puis c'était pas le but de la mettre mal à l'aise. Et puis au bout d'un moment je lui ai dit mais sinon viens avec ton maillot de bain. Elle m'a dit mais non parce qu'au final c'est encore plus bizarre. Et je lui dis ouais effectivement. Donc à la fin ils ont bien vu qu'elle venait pas et puis ils ont je pense ça doit arriver quand même. Donc c'est pas tout le monde qui est à l'aise et avec tout ce type de situation. Moi en l'occurrence là j'ai pas bloqué là-dessus mais il y a forcément des situations où j'ai bloqué. Hein.
En tout cas, voilà. Ouais, c'est inopiné. Il faut voyager parce que on vit des trucs incroyables. Ça te va en côté improbable? Franchement, c'est pas mal, hein, mais j'ai hâte de voir la suite du coup. Bah 15 points, tu vois, 15 points improbables. Vous nous direz quel a été votre préféré, quel a été le point le plus incroyable pour vous, le plus improbable. Merci Greg pour cette dernière anecdote. Merci à toi. À très bientôt pour la suite. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui, mais si tu devais nous en donner une autre, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, si tu devais nous en rajouter une petite, la cerise sur le gâteau,